Le 2 mai 2025, au cœur des forêts denses de la Nouvelle-Écosse, une famille a vécu le pire cauchemar imaginable. Lily Sullivan, 6 ans, et son petit frère Jack, 4 ans, ont disparu de leur jardin, s'évaporant dans la nature sans laisser la moindre trace. Ce qui a commencé comme une recherche frénétique pour 2 enfants égarés s'est rapidement transformé en l'un des mystères les plus déconcertants du Canada. Comment ont-ils pu disparaître si silencieusement? Avant de plonger dans cette enquête complexe, si vous aimez les documentaires de fond, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à Traces perdues et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Ce vendredi matin commence comme beaucoup d'autres pour la famille vivant dans une maison mobile isolée sur Gairloch Road. C'est le foyer de Maleya Brooks Murray, son compagnon Daniel Martel, et de leurs 3 enfants, Lily, Jack et leur petite sœur d'1 an. La propriété est un îlot de vie au milieu d'un océan de verdure. La forêt, dense et presque impénétrable, presse ses limites contre leur jardin. Pour la 2e journée consécutive, Lily et Jack ne sont pas allés à l'école, leur mère les ayant gardés à la maison car Lily avait une petite toux. Entre 8h et 9h40, selon le récit des parents, l'ambiance est encore à la normale. Ils sont dans leur chambre avec le bébé, tandis que Lily entre et sort de la pièce à plusieurs reprises et que le son de Jack, qui joue dans la cuisine, parvient jusqu'à leurs oreilles. Daniel Martel affirmera qu'une clé à molette placée sur la porte d'entrée la veille n'a pas bougé, les amenant à croire que les enfants sont sortis par la porte coulissante arrière, connue pour être silencieuse. Puis, soudainement, plus rien. Le son des jeux s'est tu. La maison est tombée dans un silence anormal. Inquiets, les parents sortent, appellent leur nom, leur voix se perdant dans l'immensité des bois. À 10h01 précise, Maleya compose le 911, la panique dans la voix. Ses 2 enfants ont disparu. La réponse des autorités est quasi immédiate. À 10h27, la Gendarmerie royale du Canada, GRC, arrive sur les lieux. La première hypothèse, la plus logique, est que les 2 jeunes enfants se sont aventurés un peu trop loin dans la forêt. C'est ainsi que l'une des plus grandes opérations de recherche de l'histoire récente de la province est lancée. La nouvelle se répand et la communauté, sous le choc, se mobilise massivement. Au cours du week-end, près de 160 volontaires, pompiers et voisins ratissent méthodiquement la forêt. Le terrain est un cauchemar logistique, des fourrés denses, des pentes abruptes. Le coût humain et économique de l'opération est considérable, mais personne ne pense aux gains potentiels, seulement à retrouver les enfants. Des unités canines, des hélicoptères et des drones équipés de caméras thermiques sont déployés, mais chaque recoin exploré ne révèle rien. Le silence de la forêt est total. Il n'y a pas de cris, pas de vêtements déchirés, pas d'empreintes. Rien. Le 7 mai, 5 jours après l'appel au 911, la GRC tient une conférence de presse qui glace le sang. La recherche active va être réduite. Les responsables admettent que les chances de retrouver les enfants vivants sont désormais extrêmement faibles. L'espoir commence à s'éteindre, remplacé par une question bien plus sombre. Si Lily et Jack ne sont pas dans la forêt, alors où sont-ils? Lorsque les volontaires sont rentrés chez eux et que le bruit des hélicoptères s'est estompé, un silence différent s'est installé sur Lansdowne Station. Ce n'était plus le silence paisible de la nature, mais le silence lourd et glacial d'une enquête criminelle majeure. L'affaire, désormais entre les mains de l'unité des crimes majeurs de la GRC, a changé de nature. L'hypothèse des enfants égarés, bien que non officiellement abandonnée, laissait place à des scénarios plus sombres. L'enquête est devenue une opération colossale, mobilisant plus de 11 unités spécialisées de la GRC, des analystes comportementaux aux experts médico-légaux. Les enquêteurs se sont lancés dans une tâche titanesque. Analyser des centaines d'heures de vidéosurveillance, éplucher plus de 860 pistes fournies par le public et mener des interrogatoires formels avec plus de 50 personnes, principalement des proches et des membres de la communauté. Des polygraphes ont été administrés. Chaque détail, chaque relation, chaque secret potentiel de la famille Sullivan-Martel était désormais sous le microscope de la police. Un investissement économique et humain massif pour tenter de percer le mystère. Pour le public, l'image était celle d'une famille unie face à la tragédie. Mais en coulisses, ce portrait se fissurait de manière spectaculaire. Le 6 mai,
4 jours seulement après la disparition de ses enfants, Malehia Brooks Murray a quitté la maison de Gairloch Road. Elle est partie rejoindre sa propre famille ailleurs en Nouvelle-Écosse, a bloqué Daniel Martel sur les réseaux sociaux et a coupé tout contact avec lui. Cette rupture, si soudaine et si totale au cœur de la crise, a stupéfié les observateurs et alimenté d'intenses spéculations. Quel événement pouvait provoquer une telle séparation entre les 2 principaux gardiens des enfants disparus, à un moment où tout parent chercherait du réconfort et du soutien l'un auprès de l'autre? Cette action a inévitablement attiré l'attention des enquêteurs sur la dynamique interne du foyer. L'attention s'est également tournée vers le père biologique des enfants, Cody Sullivan. Dès les premières heures de la recherche, le 3 mai à 00h45, Malehia avait elle-même contacté la police pour suggérer que Cody aurait pu enlever les enfants et les emmener au Nouveau-Brunswick. La police a pris cette piste très au sérieux, se rendant au domicile de Sullivan à 2h50 du matin et vérifiant les caméras de surveillance de l'autoroute. Mais cette piste s'est vite révélée être une impasse. Cody Sullivan, qui n'avait pas vu ses enfants depuis 3 ans, a pleinement coopéré. Il a affirmé qu'il était chez lui le jour de la disparition et n'avait aucune idée de ce qui avait pu se passer. Il a même passé un test polygraphique le 12 juin, que les documents judiciaires indiqueront plus tard comme étant véridique. Des détails sur leur passé ont également émergé, notamment une divergence sur les paiements de la pension alimentaire. Cody affirmait la payer, contredisant ce que Malehia avait dit à la police, ajoutant une couche de complexité à leur relation et aux questions d'argent qui l'entouraient. Mais les révélations les plus troublantes concernaient directement le bien-être des enfants avant leur disparition. Daniel Martel a décrit Lily et Jack comme ayant un autisme non diagnostiqué, affirmant qu'ils partiraient avec n'importe qui en échange de nourriture, un détail qui soutenait à la fois la théorie de la fugue et celle de l'enlèvement. Plus inquiétant encore, il a été révélé que plusieurs mois avant la disparition, un travailleur social des services de protection de l'enfance avait rendu visite à la famille pour évaluer leurs conditions de vie suite à des préoccupations soulevées par l'école des enfants. La famille elle était donc déjà connue des autorités. De plus, des photos ont fait surface, montrant Jack avec des ecchymoses sous l'œil à 2 reprises dans les mois précédant sa disparition. Daniel Martel a défendu ses blessures sur les réseaux sociaux comme étant accidentelles, l'une causée par sa sœur Lily. Il a également admis que Lily elle-même avait un œil au beurre noir le 1er mai, la veille de sa disparition, à cause d'un accident avec un camion jouet. Bien que présentée comme des incidents malheureux, cette série de blessures, combinée à l'implication passée des services sociaux, a peint un tableau bien plus sombre et inquiétant des circonstances dans lesquelles vivaient Lily et Jack. La forêt n'était peut-être pas le seul endroit où le danger rôdait. Le récit fourni par les parents place la disparition de Lily et Jack dans une fenêtre de temps très étroite, d'environ 20 minutes, le matin du vendredi 2 mai. C'est une histoire simple et terrifiante, mais lorsque les enquêteurs ont commencé à superposer ce récit aux faits vérifiables, une anomalie bien plus grande et bien plus troublante est apparue. Une période de silence de près de 2 jours. Un trou noir de 43 heures durant lequel aucun témoin indépendant n'a vu Lily et Jack. Cette période est peut-être l'élément le plus important de toute l'affaire, car elle remet fondamentalement en question la théorie selon laquelle les enfants se sont simplement égarés quelques minutes avant l'appel au 911. La dernière fois que Lily et Jack Sullivan ont été vus vivants et en bonne santé par des personnes extérieures à leur foyer, c'était le jeudi 1er mai à 14h25. Ils ont été filmés par une caméra de surveillance dans un magasin Dollarama de la ville voisine de New Glasgow, accompagnés de leur mère, de leur beau-père et de leur petite sœur. À partir de cet instant, le rideau tombe. Le jeudi soir, leur mère a donné des informations contradictoires sur leur heure de coucher, disant d'abord à la police qu'elle les avait mis au lit à 21h avant de changer l'heure à 22h. Le vendredi matin, à 6h15, elle a signalé leur absence à l'école, invoquant une maladie. Puis vient le récit de la matinée. Les enfants qui jouent, la maison qui devient silencieuse, la recherche paniquée. Janie Mackenzie, la grand-mère paternelle qui vivait sur la propriété, a corroboré une partie de cette histoire,
déclarant qu'elle avait entendu les enfants rire et jouer sur les balançoires ce matin-là avant de se rendormir. C'est sur cette base que la recherche initiale, une opération qui a coûté une somme d'argent considérable en ressources, a été lancée. Cependant, le problème pour les enquêteurs est immense. L'écart de 43 heures entre la dernière observation indépendante et l'appel au 911 affaiblit considérablement la théorie de la fugue. Comme l'a souligné la criminologue Michelle Janis, cette période d'incertitude est une caractéristique très inhabituelle et préoccupante. Cela ouvre la porte à d'innombrables autres scénarios. Un accident tragique ou un acte criminel aurait pu se produire à n'importe quel moment pendant ces 43 heures, et le récit du vendredi matin aurait pu servir de façade pour dissimuler la véritable chronologie des événements. Cela change complètement le paradigme de l'enquête. Les enquêteurs ne cherchent plus seulement des enfants qui se sont perdus le vendredi. Ils cherchent des enfants qui pourraient avoir disparu bien avant. C'est dans ce contexte que deux éléments de preuve potentielle ont émergé, chacun ajoutant une couche de confusion. Le premier est la couverture rose de Lily. Le jour de la disparition, des membres de la famille ont trouvé un morceau de cette couverture suspendu à un arbre à 1 kilomètre de la maison. Cela semblait correspondre au scénario des enfants égarés. Mais 2 jours plus tard, la police a trouvé un deuxième morceau de la même couverture dans un sac poubelle sur la propriété familiale. Pourquoi une partie de la couverture d'un enfant disparu serait-elle jetée pendant une recherche active? Le deuxième élément est le témoignage d'une femme, Natasha Haywood, qui a rapporté avoir vu 2 enfants correspondant vaguement à la description de Lily et Jack marchant le long d'une route le matin du 2 mai, se dirigeant vers une femme plus âgée près d'une berline de couleur or. Une piste d'enlèvement potentiellement explosive. Cependant, lorsqu'elle a été interrogée plus en détail, elle a révisé l'âge des enfants qu'elle avait vus, les décrivant comme étant plus âgés, ce qui a rendu le lien avec Lily et Jack beaucoup moins probable. Ces fragments de mystère, apparus dans une chronologie déjà trouble, n'ont fait qu'épaissir le brouillard entourant la vérité. Alors que les mois passaient, l'enquête sur la disparition de Lily et Jack Sullivan entrait dans une nouvelle phase, plus discrète mais tout aussi intense. Loin des caméras, les enquêteurs continuaient de rassembler des données, mais la forêt, elle, gardait son silence. Fin septembre 2025, 5 mois après la disparition, la GRC a joué l'une de ses dernières cartes pour résoudre le mystère sur le terrain. Ils ont fait appel à des unités d'élite de la Colombie-Britannique, 2 équipes de chiens cadavres, spécialement entraînées pour détecter l'odeur de restes humains, même après une longue période et dans des conditions difficiles. C'était un effort coûteux et un dernier espoir de trouver une preuve physique. Pendant 3 jours, ces chiens ont parcouru 40 km, se concentrant sur les zones jugées à plus haute probabilité, y compris la propriété familiale, l'intérieur de la maison mobile et l'endroit où le morceau de la couverture rose avait été trouvé. Le résultat a été un tournant majeur dans la compréhension publique de l'affaire. Les chiens n'ont rien trouvé. Absolument rien. Bien que la GRC ait prudemment noté que cela ne descartait pas à 100% la présence de restes, le message était clair. Ce résultat négatif suggérait fortement que les corps des enfants n'étaient pas et n'avaient probablement jamais été dans les environs immédiats de leur maison. Puis, en août 2025, le champ de bataille de cette affaire s'est déplacé de la forêt vers la salle d'audience. Suite à la demande d'un consortium de médias, des documents judiciaires expurgés liés à l'enquête ont été rendus publics. Pour la première fois, le public et les médias ont eu un aperçu de la logique interne et des découvertes de la GRC. Ce qu'ils ont révélé a dressé un portrait complexe et profondément contradictoire de l'affaire. La révélation centrale concernait les résultats des examens polygraphiques, un outil utilisé par les enquêteurs pour évaluer la véracité et orienter leurs recherches. Daniel Martel, le beau-père, a passé le test le 12 mai et les documents indiquaient qu'il était véridique. Maléhia Brooks-Murray, la mère, a été testée le même jour et les résultats ont montré qu'elle était véridique en répondant à des questions spécifiques. Cody Sullivan, le père biologique, a également été jugé véridique lors de son test en juin. Seul le test de la grand-mère paternelle, Janie Mackenzie, a été jugé non concluant. Cependant, l'information la plus explosive de ces documents était la position officielle de la GRC.
Un commentaire d'un enquêteur non identifié, daté du 16 juillet, déclarait sans équivoque « À ce stade de l'enquête, la disparition de Jack et Lily n'est pas considérée comme étant de nature criminelle. » La déclaration continuait « Je n'ai pas de motif raisonnable de croire qu'une infraction criminelle a eu lieu. » Cette affirmation a créé ce que l'on peut appeler un paradoxe de la crédibilité au cœur de l'affaire Sullivan. D'un côté, l'enquête officielle, s'appuyant sur ses outils internes comme le polygraphe, avait conclu que les parents disaient probablement la vérité et que la disparition n'était probablement pas le résultat d'un crime. C'est la position fondée sur les preuves de l'intérieur de la GRC. De l'autre côté, l'ensemble des preuves circonstancielles, l'échec total des recherches massives à trouver la moindre trace, la chronologie anormale de 43 heures, l'historique de l'implication des services sociaux et l'indice profondément ambigu de la couverture, tout pointait à l'opposé d'un simple cas non criminel de mésaventure. Comment ces deux réalités peuvent-elles coexister? Ce conflit fondamental entre les conclusions officielles et les implications logiques des preuves est ce qui rend cette affaire si insoluble et si obsédante. Dans le vide assourdissant laissé par l'absence de preuves, la spéculation est devenue la seule chose tangible. L'affaire Sullivan est devenue un terrain fertile pour les théories, un puzzle macabre que des milliers de personnes, des experts aux détectives amateurs sur Internet, ont tenté d'assembler. 3 scénarios dominants ont émergé, chacun soutenu par des bribes de logique, mais miné par de profondes contradictions. La vérité, semble-t-il, se cache quelque part dans l'ombre qui sépare ces possibilités. La première théorie, la plus simple, est celle de la mésaventure. Lily et Jack se seraient simplement éloignés de la maison, se seraient perdus dans la forêt et auraient fini par succomber aux éléments. C'est le récit initial, celui qui a déclenché les recherches. Mais cette théorie se heurte à un mur de silence statistique. Des experts comme Glenn Brown, un ancien maître chien de la GRC avec 26 ans d'expérience, ont qualifié le cas de « vraiment étrange », soulignant qu'il est presque inconcevable que 2 jeunes enfants disparaissent sans laisser une seule trace. Pas une chaussure, pas un jouet, pas une empreinte. L'échec des chiens cadavres à détecter la moindre odeur a porté le coup de grâce à cette hypothèse. L'absence de preuves est devenue une preuve en soi. Les enfants n'étaient probablement jamais dans la forêt pour y être trouvés. La deuxième théorie est celle de l'enlèvement. Si les enfants n'étaient pas dans les bois, ils ont dû être emmenés. Cette idée est renforcée par le fait qu'il n'y avait aucun signe de lutte et par la déclaration de leur beau-père, selon laquelle ils auraient pu suivre un étranger. Cependant, la GRC a répété qu'il n'existait aucune preuve d'enlèvement. Les enlèvements par des inconnus dans des cours arrière rurales et isolées sont extraordinairement rares. Cela aurait nécessité un prédateur qui ciblait spécifiquement les enfants Sullivan, un scénario pour lequel aucun mobile ni aucune preuve n'existe. La seule piste, le témoignage de Natasha Haywood, s'est avéré peu fiable, laissant cette théorie sans aucun point d'ancrage. Cela nous amène à la troisième et plus sombre des théories, un acte criminel suivi d'une dissimulation. Ce scénario n'est soutenu par aucune preuve directe, mais par une constellation de drapeaux rouges, circonstanciels. Le plus important est la fenêtre de 43 heures, offrant amplement le temps pour qu'un drame se produise et qu'une histoire de couverture soit élaborée. L'implication passée des services sociaux, les blessures antérieures documentées, l'étrange cas de la couverture retrouvée à la fois dans les bois et à la poubelle, et la rupture soudaine entre la mère et le beau-père sont autant d'éléments qui peignent un tableau troublant. Cependant, cette théorie se heurte de plein fouet aux conclusions officielles de la GRC. Les parents ont été jugés véridiques par le polygraphe et l'affaire n'était pas considérée comme de nature criminelle. Comment concilier un comportement aussi suspect avec des résultats d'enquête aussi clairs? C'est le paradoxe qui paralyse toute conclusion. Pendant que les enquêteurs travaillaient dans le secret, le tribunal de l'opinion publique, lui, était en pleine session. L'affaire a explosé en ligne, créant un écho numérique où des détectives du web ont émis des jugements sévères. Daniel Martel, en particulier, a été la cible d'attaques virulentes, son calme apparent lors des interviews étant interprété comme un signe de culpabilité. Sa famille a dénoncé le harcèlement, parlant de drones survolant leur propriété et d'une vie bouleversée. Cette frénésie a illustré un phénomène moderne.
Lorsque la police se tait pour protéger une enquête, le vide d'information est comblé par la spéculation et les accusations, causant une douleur immense et pouvant même nuire à l'enquête en noyant les vraies pistes sous un flot de rumeurs. Aujourd'hui, en octobre 2025, plus de 5 mois après cet appel fatidique au 911, Lily et Jack Sullivan restent portés disparus. L'affaire est officiellement classée comme une enquête active et continue pour personnes disparues. Ce n'est pas, selon les derniers documents judiciaires et déclarations de la police, considéré comme une affaire criminelle. La récompense de 150 000 $ pour toute information cruciale n'a pas été réclamée, et les visages des enfants continuent de circuler sur les avis de recherche, leur cas étant figé dans un état d'incertitude profonde et angoissante. Le mystère persistant de ce qui leur est arrivé est ancré dans un paradoxe central apparemment inconciliable, qui défie toute explication simple. D'un côté, nous avons l'enquête officielle qui a conclu que les parents étaient probablement véridiques et que la disparition n'était pas considérée comme étant de nature criminelle. De l'autre, une montagne de preuves négatives et circonstancielles qui rendent la théorie de la mésaventure statistiquement et logiquement improbable. L'échec total de l'une des plus vastes opérations de recherche de l'histoire de la Nouvelle-Écosse à trouver la moindre trace physique suggère fortement qu'ils n'ont jamais été perdus dans la forêt. Ce conflit fondamental entre le récit officiel et les implications logiques des preuves a laissé l'affaire dans un état de limbe perpétuel, aucune théorie ne parvenant à expliquer de manière satisfaisante tous les faits connus. Le coût humain de ce mystère non résolu est immense. Pour la famille élargie, les derniers mois ont été une épreuve atroce, aggravée par l'examen implacable d'un public mondial en ligne. Au cœur de tout cela se trouvent Lily et Jack, une fillette de 6 ans et un garçon de 4 ans dont le sort reste inconnu. Que s'est-il passé sur Gairloch Road? Ont-ils été victimes de l'indifférence de la nature ou d'un acte humain inavouable? Sans aveu, sans découverte ou sans témoin crédible, leur disparition restera une question obsédante, une histoire sans fin, résonnant à jamais dans les forêts silencieuses de la Nouvelle-Écosse. Merci de nous avoir rejoints sur Traces perdues pour cette enquête approfondie. Si cette affaire vous a intrigué, partagez vos théories respectueuses dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de documentaires sur les mystères les plus complexes de notre temps.